told me I was telling you to be next to my choose you. I thought you could live out. I always so that we rock back. Me and you, I think it's big. You because I don't have to be big. Bonjour, et je sais que ça fait un long moment, mais on est revenu cet été avec de nouvelles teintures, avec de nouveaux invités, avec une nouvelle énergie sur Comme à la maison. C'est rare que je le fasse, je crois que je l'ai jamais fait d'ailleurs, là c'est juste la partie commerciale. N'hésitez pas à aller sur Instagram, comealamaison.y, ça fait toujours plaisir quand je reçois vos commentaires, c'est un honneur. Aujourd'hui, j'ai sincèrement la chance d'être avec Katia, thérapeute mais pas que. Pour moi d'ailleurs, je t'ai rencontrée dans un cadre où on était entre femmes, c'était génial, et je t'ai rencontrée... En fait, il n'y a pas besoin de mots. Comme tes cheveux, je te trouve rayonnante. J'aime ta manière de t'affirmer. Physiquement, corporellement, tu es une sportive et tu es une personne aussi dans la thérapie, dans le soin de soi et dans le soin des autres. Est-ce que je te présente bien ? Ah, magnifique. Merci beaucoup. Ok. Et un honneur d'être là. Merci. Bienvenue sur Comme à la maison. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi à ta manière ? Bien sûr. Donc moi, du coup, je m'appelle Katia. Je suis thérapeute et coach. Et j'accompagne spécifiquement les personnes racisées dans leur épanouissement dans tous les domaines de la vie. Donc, que ça soit le rapport à soi, milieu professionnel, le rapport aux autres. Parfait. La première question, c'est est-ce que tu peux me dire un peu le panel de types de thérapie qu'il y a ? Les gens me parlent souvent du psy directement, comme si le soin passait que par le psy. Oui, donc tu vas avoir différents types de thérapie. Donc, tu auras la thérapie longue avec un psychologue qui, lui, a un diplôme d'État. Donc, c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'approches qui existent, on n'arrive pas forcément à s'y retrouver. Donc, je trouve ta question hyper intéressante. Donc, le psychologue, c'est si tu ressens le besoin de faire une thérapie un peu plus longue. Donc, c'est quelque chose qui va durer plus longtemps. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle une thérapie longue. Ouais. Et le psy, il a un diplôme d'État. Donc, par exemple, si tu sens que tu as un début de dépression, ça va être le psychologue qui, lui, sera habilité à t'accompagner. Okay. Pareil, si tu ressens que, si en tout cas, on te dit que tu as une pathologie, pareil, ça sera un psychologue qui sera adapté à t'accompagner. Ok. D'ailleurs, c'est quoi la différence psychologue-psychiatre ? Alors, psychiatre, c'est un médecin. C'est un médecin qui, lui, va plutôt prescrire des médicaments pour agir sur une pathologie. Ok. Il n'y aura pas forcément le même échange discours, les mêmes outils qu'un psychologue. Les deux peuvent travailler ensemble, mais en cas de besoin d'avoir un traitement médical, ça sera un psychiatre. Quand tu parles de pathologie, est-ce qu'on parle de schizophrénie ? Est-ce que la dépression, ça rentre dans pathologie ? Alors oui, ça va rentrer dedans. Il y a différents niveaux de dépression. Donc quand c'est des dépressions légères, il n'y a pas forcément d'en avoir un traitement. Donc là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Donc on sort un peu de mon domaine. Mais en fonction effectivement de la pathologie, là, ce sera plutôt un psychiatre qui, lui, va aussi travailler en synergie avec un psychologue pour apporter un traitement médical. Et tu n'es pas psychologue, donc qui es-tu et qu'est-ce que tu... Donc après, tu as aussi du coup les thérapies brèves. D'accord. On voit de plus en plus. Il y a une vraie hype autour de ça depuis quelques années et surtout, on va dire grâce au Covid, où ça s'est largement démocratisé. La thérapie brève, elle n'a pas pour objectif de t'accompagner sur des années sur le même objectif. Okay. C'est-à-dire que normalement, tu viens avec un objectif précis et tu vas avoir maximum 12 séances pour t'accompagner à travailler sur cet objectif-là. Voilà, donc c'est la différence entre une thérapie brève, une thérapie longue et un accompagnement avec un médecin psychiatre. Je sais que même dans les thérapies brèves, il y a plusieurs styles. Est-ce que tu peux parler de ton propre style ? Est-ce que tu peux évoquer aussi les autres styles pour voir les différences ? Moi, là, je m'adresse vraiment pour des personnes qui ne connaissent pas, mais qui aimeraient s'écouter, en fait, prendre soin d'eux-mêmes. Alors, en thérapie brève, effectivement, tu as différents outils qui existent. Moi, par exemple, je me suis formée à beaucoup de choses parce que je pars du principe, on est tous uniques. Oui. Et je me voyais pas arriver avec un outil et l'imposer aux personnes. Donc, j'ai l'hypnose, j'ai la sophrologie, je vais avoir de l'EFT, j'ai aussi l'énergétique. Donc, j'ai beaucoup, si je te fais la liste, j'ai aussi effectivement la psychogénéalogie qui va me permettre de travailler sur les traumatismes transgénérationnels. Donc, tu as pas mal de choses comme ça qui s'accumulent. J'ai fait une formation dans l'école de Lise Bourbeau pour travailler sur les blessures de l'âme. Génial. Donc, tu as pas mal de choses qui s'accumulent et finalement, ça me permet à chaque fois d'avoir un outil adapté à la personne. En tout cas, d'adapter l'approche aux besoins de l'autre et non pas l'inverse. Et si j'entends bien, j'ai l'impression qu'avec tous ces outils-là, on parle plus de conscient et d'inconscient, donc avec de la réflexion et de la thérapie sur le cerveau, mais aussi j'ai l'impression que tu parles d'émotionnel, tu parles de subtil, d'énergétique, comme tu l'as dit, de transgénérationnel. C'est ça. Sur quoi ça agit exactement ? Donc ça va agir sur tous les plans.
Alors, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas segmenter. Il n'y a pas ton corps là, ton esprit là, ton énergie là, ton âme là-bas. On est un tout. Donc, à partir du moment où tu sors des choses de leur contexte, on respecte plus ton unicité. C'est pour ça que moi, je veux vraiment travailler sur l'ensemble de la personne. Donc, quand on va travailler sur une blessure, par exemple transgénérationnelle ou un traumatisme que tu as vécu enfant, l'objectif, c'est que ça puisse agir sur tous les plans et que tu puisses sentir un allègement dans tous tes corps. Complet, ouais. Exactement. Imaginons, je suis totalement débutante, j'y connais rien. C'est quoi pour toi un mauvais thérapeute? Ou c'est quoi les signes qui me disent que... Alors, un mauvais thérapeute, c'est une vraie question. Ouais. Un mauvais thérapeute, c'est déjà, est-ce que tu te sens en sécurité? Ok, C'est plus tes ressentis. d'accord. C'est est-ce que je me sens en sécurité quand je parle avec la personne? Est-ce que je me sens compris quand je partage mon histoire? Est-ce que je me sens respectée dans ma culture, dans ma spiritualité? Est-ce que j'ai l'impression d'être jugée? Est-ce que l'outil me parle? Oui. Parce qu'il y a des personnes d'hypnose, au début, elles ne se sentent pas du tout ouvertes avec l'hypnose. C'est trop, ça demande trop un lâcher prise. Oui, ok. Donc, c'est pas si évident que ça d'aller tout de suite sur de l'hypnose. Donc, est-ce que je suis à l'aise avec l'outil? Est-ce que la personne a d'autres choses à me proposer? Finalement, si c'est à moi de m'imposer une approche qui finalement ne me permet pas de me sentir à l'aise, mais le point de départ de mauvais thérapeute, au-delà de l'approche, c'est est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens jugée? Est-ce que je me sens respectée dans tout ce que je suis? Si ce n'est pas le cas, faut fuir. Tu sais, ce que j'adore dans ce que tu viens de dire, c'est la responsabilité que tu donnes à la personne. Parce que j'ai l'impression aussi que souvent, on peut croire qu'un thérapeute, c'est en gros, sauve-moi, à toi de jouer, let's go, j'attends tes outils. Mais là, j'ai l'impression que l'attente, tu la mets envers toi-même, enfin, envers la personne qui a envie de prendre soin d'elle. Et que, en fait, toutes les réponses sont en toi quand tu écoutes vraiment. Exactement. Quand tu vas voir un thérapeute, c'est vrai qu'on a un peu cette attente de c'est la personne qui va me sauver. Mais normalement, un vrai travail thérapeutique, c'est une collaboration. Okay. Je t'attrape pas par le bras pour te tirer à l'extérieur de ta problématique. C'est je vais, de par ce que je vais être capable de voir en toi, dans tes blessures et dans ton potentiel, te dire, regarde ce chemin, si tu le prends, tu seras en sécurité et je suis là. Mais c'est toi qui marches. Je peux pas marcher à ta place. Je peux pas te tirer, je peux pas te forcer. Et surtout, on se doit de respecter le rythme. Si je viens avec mon ego en disant oui, j'ai vu telle blessure, tel truc en toi, pour te montrer que j'ai vu tout ce qui se passait à l'intérieur de toi, ce qui malheureusement peut se passer dans certaines approches thérapeutiques, je respecte pas ton process, je respecte pas ton besoin de sécurité et des fois ça peut aller trop vite. Oui, je comprends. Il y a des approches aujourd'hui qui existent, qui sont intéressantes, mais s'il n'y a pas un cadre pour pouvoir sécuriser la personne, ça peut aller trop vite. Oui, et c'est plus une démonstration de... Je sais faire. Voilà. Je suis le professionnel. I know. Tu vas voir. Je lis tout en toi. Alors que ça n'a pas de sens. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que tu puisses te sentir respectée, comprise et que à chaque pas que tu vas entreprendre, tu gagnes en confiance et tu te sens en sécurité. Et c'est ça. Le focus, il doit être uniquement sur ça. À partir du moment où tu vas avoir une personne et qu'elle sent le besoin de tout te déballer pour te dire, tu vois, maintenant, il faut que tu me payes pour aller venir me voir sur 3, 4, 6 mois. Là, il faut se dire, attention, est-ce que j'étais capable d'entendre tout ça? Est-ce que la personne, elle a vraiment respecté mon rythme? Si ce n'est pas le cas, ciao. Transgénérationnel. Oui. Transgénérationnel pour une personne racisée. C'est ta particularité. Pourquoi et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est? Tu vois, quand on te lègue un héritage. Oui. Des biens immobiliers, de l'argent, mais des fois aussi des problèmes. Oui. Les embrouilles que ça va causer dans la famille, qu'est-ce que ça va faire remonter. Ça va être la même chose. Part du principe que à ta naissance, tu es né avec un bagage, avec autant les traumatismes que les pouvoirs, les ressources de ta lignée, donc de tes ancêtres. Donc tu es né avec ça. Et on le voit de plus en plus avec l'épigénétique qui met en avant que le transgénérationnel, c'est pas un truc mystique. C'est de plus en plus prouvé scientifiquement. Donc, c'est un fait que, à ta naissance, dans ton bagage génétique, tu vas retrouver des éléments qui sont de ta lignée. Donc, quand tu nais avec ça, des fois, tu ne comprends pas. Tu vas arriver, tu vas dire, mais moi, je comprends pas. Relation sentimentale.
Pourquoi est-ce que je vis la même chose que ma mère ou que ma sœur ou que ma grand-mère ou arrière-grand-mère? Je ne comprends pas pourquoi je vais toujours vers ce type d'homme-là. Pourquoi est-ce que la violence revient constamment? Pourquoi est-ce que j'ai la même posture? Moi, je voulais pas être comme elle, mais finalement, je suis comme elle. C'est souvent ça. Je veux pas être comme elle, je veux pas être comme ma mère, comme mon père, comme mon ci, comme mon c'est. C'est Et exactement. en fait, c'est ça. Tu l'as. Ouais. Ça, c'est du transgénérationnel. C'est du transgénérationnel. Et plus tu vas remonter, plus tu vas comprendre la source du pourquoi, du comment est-ce que tu as ça. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais est-ce que justement la manière dont on lègue l'héritage, c'est pas une part de hasard? Je donne un exemple concret. On est une fratrie de 4. Pourquoi un tel, il va hériter de telle chose, lui, il va hériter de telle chose, lui, il va hériter de telle chose? En fait, c'est quoi la répartition exacte de cet héritage? Ça va être ton rattachement avec une partie de ta lignée maternelle ou plutôt paternelle. Par exemple, quand tu es l'aîné, moi je suis l'aîné, Ouais. je vais être plus rattachée à certains traumatismes ou postures du père. Pourquoi? Parce que c'est le père ou parce que... Parce que c'est l'aîné, donc l'aîné souvent est rattaché à la personne qui va avoir le lead sur la D'accord. fratrie, donc plus rattaché à la lignée du père. D'accord. Donc quand tu regardes une fratrie et que tu prends ces éléments-là, tu vas te dire ah oui, c'est vrai que par exemple mon frère, je vois que il reproduit plus des choses en lien avec maman, je vois que telle sœur c'est plutôt papa. Après bien évidemment, c'est une synergie des deux. Ouais. Quand tu te poses vraiment, il y a autant le père et la mère en fonction des traumatismes. Donc ça demande de creuser, mais en psychogénéalogie au global, Ouais. en fonction de ta position dans la fratrie, tu vas être plus ou moins rattaché à l'un ou à l'autre. Évidemment, ça demande d'aller plus dans le détail en fonction de tes particularités et de ton vécu et de ta réalité. Ouais, et d'où l'importance aussi de parler, si on a la chance de parler avec eux. J'aimerais qu'on mette au clair ça justement. Tu as dit que c'était prouvé scientifiquement. C'est vrai dans les gènes, dans les ADN, ok. Pour les personnes avec une certaine croyance, est-ce qu'on peut pas coupler ça ou assimiler ça à de la sorcellerie ou à du mysticisme ou tu vois ce que je veux dire, toutes ces... Non, parce que tout dépend ce que tu souhaites travailler dans le transgénérationnel. Ok. Si on veut travailler sur des traumatismes, finalement, c'est comme une enquête. Faut que tu vois comme un inspecteur, un détective. J'aime beaucoup. C'est ça le T'as mis transgénérationnel. le mot. Ok. T'es détective. Moi, je me vois comme ça. C'est OK, la personne, elle a telle problématique. Dans ma manière de questionner, dans ma manière d'écouter, je vais dire OK, ton père, qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là? Ta mère, elle vient d'où? Et là, au fur et à mesure, tu repositionnes un contexte. Je l'ai dit au début, souvent, on sort beaucoup les choses du contexte. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on passe à côté de la vérité, de notre vérité à soi, de ce qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus libres et d'avancer. Donc non, dans le transgénérationnel, il n'y a pas en soi ce côté mystique d'entrée de jeu. Maintenant, oui, si on veut être plus deep, dans le transgénérationnel, tu peux aussi avoir cette notion de l'héritage, comment dire ça, au niveau de l'occulte. Est-ce qu'il y a des malédictions qui ont été données? Est-ce qu'il y a des malédictions qui ont été posées au niveau de la famille? Et ça, quand tu es une personne racisée et que tu es au plus près de ta spiritualité et que tu sais ce qui peut exister, tu peux pas dire que ça n'existe pas. Je comprends. Tu ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ou en tout cas, tu peux constater qu'effectivement, il y a des choses qui reviennent, des blocages. Tu fais un travail sur toi, tu te rends compte que non, il y a quand même quelque chose qui bloque. Ouais. Là, ça demande effectivement de recréer une enquête, mais sur d'autres éléments. Donc, on est libre, en fonction de ses croyances, d'aller là où nos limites, où nos valeurs nous disent OK ou pas OK. Je peux faire du transgénérationnel et m'arrêter uniquement sur cette notion de traumatisme, de croyance. Exactement, unique, de rester que sur l'émotionnel. Après, effectivement, il y a d'autres personnes qui peuvent travailler sur le transgénérationnel et aller plus sur de l'occulte. Mais ça, c'est autre chose. Ok, merci. Comme Avec ça, on plaisir. est d'accord. Là, on réunit Le cadre est tout le posé. monde. Voilà, c'est tout le monde. En fait, tu as répondu indirectement, mais en fait, en quoi ta culture, ton origine impacte ou peut impacter tes traumas? Est-ce qu'il y a une culture avec des traumas spécifiques? Est-ce que si je viens de tel... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, la culture, nos origines, notre spiritualité ancestrale, tout ça va impacter. Comment? Parce qu'on l'a dit dès le début, il y a autant nos blessures que notre pouvoir, nos ressources. Et pour ça, ça demande d'aller regarder l'histoire. Quand tu es une personne noire et que tu as été en lien du coup avec la notion d'esclavage dans ta lignée, bien évidemment que ça va impacter ta personne, ta perception des autres et ta manière de te positionner dans la société.
les personnes d'Afrique du Nord, c'est pareil. L'Afrique du Nord, il faut savoir que c'est le premier berceau de métissage non consenti. Tu me parles de quoi, dis-moi? On parle beaucoup, exemple, des Antilles, Ouais. où il y a un mélange de cultures dû à la colonisation. Mais le premier berceau de la colonisation avec ces différents métissages imposés, c'est l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, tu as des personnes blanches, tu as des personnes noires. D'accord. Quand tu regardes l'histoire, tu as eu des mélanges avec des Turcs, les Français. Tu as un vrai mélange. Ouais, il y a un melting pot. Il y a eu du passage, en Il y a fait. eu du passage. Donc, finalement, quand tu reprends ton transgénérationnel en tant que personne d'Afrique du Nord, moi, c'était toute l'enquête que j'ai dû faire aussi pour ma personne, tu comprends des mécanismes que tu vas avoir de défense. Tu vas aussi comprendre, par exemple, en tant que femme, quand tu es d'origine africaine, que c'est plutôt du matriarcat que du patriarcat. Donc, c'est pas la même posture, c'est pas la même manière de se positionner au sein de ta communauté, vis-à-vis des hommes, dans le sens où on n'a pas ce rapport au féminisme occidental. On n'est pas contre les hommes. On est en collaboration avec eux et on va avoir ce rôle de je pose ma vision, mais l'homme, lui, est capable de manifester avec moi dans la matière la concrétisation de cette vision. Je comprends. T'as un rôle un peu plus décisionnaire ou un rôle un peu plus powerful. C'est ça. Là où finalement, des fois, on a un peu du mal à se positionner parce que t'es un peu tiraillé entre je suis en France et il y a la vision du féminisme qui est la femme doit être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça pour se sentir puissante. Mais en même temps, tu sens un tiraillement dans ta position de dire non, mais moi, vis-à-vis des hommes, je sens que je vais être comme ça, comme ça. Et c'est ce qui fait souvent ce malaise intérieur. Mais comment je dois être avec mon partenaire pour me sentir juste femme, en même temps dans ma puissance, mais sans être sans le dénigrer. Et quand tu regardes dans le transgénérationnel, quand tu regardes les blessures qu'il y a pu avoir dans la posture de la femme avec la colonisation, donc t'es une matriarche, la colonisation arrive. On vient de voler ton pouvoir. Et on vient avec une vision où on est l'homme, tu peux pas ressentir des choses, tu n'as pas le droit de ressentir des choses, tu n'as pas le droit d'être dans ta vision, tu n'as pas le droit d'être en collaboration avec l'homme. C'est l'Occident qui a ramené cette notion de tu dois te soumettre à l'homme. Donc ça demande d'aller voir le transgénérationnel parce que sinon, tu vas avoir une posture qui est un peu tiraillée. Mais aussi, tu ne vas pas comprendre pourquoi des fois, tu as besoin de t'affirmer pour ne pas vivre d'abus en tant que femme. Et du coup, toi-même, tu es dans l'abus avec les hommes en lien avec cette histoire où des hommes ont été abusifs avec des femmes de ta lignée. Donc déconstruire ça, finalement, ça te permet de reprendre ta juste place de femme, des fois même de matriarche. Donc d'où l'intérêt, en fonction de tes origines, de comprendre l'histoire. Donc quand tu travailles le transgénérationnel, et d'où l'importance d'aller voir un thérapeute qui comprend les notions des personnes racisées. Je suis désolée, oui. Mais est-ce que tu peux pas arriver comme ça et la personne elle te dit oui alors c'est super intéressant, on va travailler sur ton non, il faut que tu aies des connaissances autour de l'histoire. Moi je me cultive beaucoup, je lis, j'essaye de comprendre et surtout l'histoire qui est écrite par des personnes qui nous concernent. C'est ça, pas l'histoire réécrite par d'autres personnes. Exactement. C'est hyper important. Parce que si tu as une personne devant toi, elle arrive avec son vécu. Moi, je te pose toujours la question, quelles sont tes origines ? C'est pas par curiosité malsaine. Non, c'est parce qu'en fonction de tes origines, je te pose des questions ciblées par rapport à ta famille, par rapport à ta culture, qui va nous permettre de vraiment cibler quels sont tes réels blocages et quelles sont tes réelles ressources. Exactement, et merci d'en parler, merci d'être aussi libre dans ta manière d'aborder les choses, parce que moi, je suis aussi une sexothérapeute qui s'appelle Mélanie Omaya, qui vient des Antilles. Oui. Et elle parle justement de cette approche thérapeutique, pas criolisée, mais en fait, si, puisque tu sens qu'il y a eu des femmes avec un certain vécu, comme tu viens de le dire avec l'esclavage, ou même une certaine violence. Maintenant, demain, je vais voir ma psy, je dis, ouais, ma mère, elle m'a tapé. Quoi? Mais nanana. Ouais, mais enfin, ma mère, avant, elle se faisait peut-être, c'est fictif, elle se faisait peut-être défoncer. Ma grand-mère, peut-être qu'avant, elle se faisait, je sais pas. Enfin bref, la violence, elle était incroyable. Et nous, on arrive à petit réduire ce taux de violence-là. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai ce type de violence-là. Mais si toi, en phase thérapeute, tu comprends pas ma violence ou ma peine ou mon histoire, comme tu viens de le dire, et bah justement, tu passes à côté de toi. La démarche, elle est bonne de se soigner, mais tu passes juste à un cran de la source Mais tu parles de violence, tu parles de notion de parents. Et ça, c'est un sujet. C'est vraiment le sujet qui m'a donné envie de me lancer parce que quand tu ne prends pas en compte la réalité des parents,
Ouais. Quand tu ne prends pas en compte, ok, pour une vision occidentale, pour une vision de l'accompagnement thérapeutique occidental, c'est violent. On va te demander de couper avec tes parents, on va te dire mais c'est comme ci, c'est comme ça, il ne faut pas. Encore une fois, quand tu reposes le contexte, quel était le risque de ne pas sécuriser tes enfants en tant que personnes racisées, qu'ils ne respectent pas les heures, qu'ils ne respectent pas l'espace qui était donné? C'était la mort. Donne-moi un exemple concret. Exemple concret, c'est tu es une personne racisée. Ouais. Tes parents, je te donne l'exemple de mon père est né en 62. Donc c'était la fin de la guerre d'Algérie. Oui. Donc un pays Bousculé, même le mot est très petit. Complètement chaotique. Donc il y a cette peur de la mort. Bien sûr. Ton environnement, c'est la mort. Oui. On te tue pour ce que tu es, on te tue parce que tu t'exprimes, on te tue parce que tu te réclames ta liberté. Donc finalement, tu grandis avec cette notion de je dois absolument protéger ma lignée. Donc la violence, souvent, je ne dis pas qu'il faut être violent. Ce n'est pas mon propos, bien évidemment. Mais il y a un besoin de compréhension de pourquoi est-ce que cette violence, elle est transmise. C'est parce que c'était une manière de protéger quoi qu'il arrive. Si tu as peur que je te frappe, si tu rentres pas avant telle heure, tu vas rentrer avant telle heure. Mais moi, je sais que surtout tu seras en sécurité. Ok, donc pour toi, là, ce type de violence-là, il s'apparente à de la sécurité, à un cadre. En fait, c'est le cadre. C'était un cadre qui était posé parce qu'il n'y avait pas d'autres outils à ce moment-là. Déjà, la notion de famille, d'être un père, une mère en fonction des cultures, ça va être très différent. Ouais. Des fois, il n'y avait plus cette notion-là. La notion de foyer n'existait plus. Ouais, je comprends. Donc, quand ton seul mode de communication pour t'imposer et être dans ta liberté, c'était la violence, bah, tu associes respect à violence. Oui, je comprends. Donc, pour que mes enfants me respectent et que je puisse assurer leur sécurité, je dois être violent. Je comprends. Donc, il y a ce truc-là aussi à déconstruire pour bien comprendre les choses. Mais quand, encore une fois, tu sors les choses du contexte, même toi-même, tu peux même pas faire le deuil de ce que tu as vécu. Ouais. Parce que tu sens un tiraillement de dire oui, mais en même temps, oui, c'est vrai, ce que j'ai vécu, c'est grave et j'ai pas à le tolérer. Je dois poser mes limites. Mais en même temps, ce que la thérapeute me dit, je trouve ça peut-être aussi trop violent par rapport à la réalité que je connais de ma famille. C'est ça, en fait, tu nies ou tu passes à côté d'une certaine réalité et l'humain est ultra nuancé. Donc absolument, moi aussi, je ne cautionne pas du tout la violence, quel que ce soit son type, verbal, bref, ce que tu veux, ou même de l'oppression, ou voilà, tout ça, je ne cautionne pas. Là, il n'est pas question de légitimiser, mais il est question de comprendre pour savoir, soit aujourd'hui, on est en 2025, c'est ça, avec des héritages qui viennent de là-bas, comment je fais et surtout comment je vais faire aussi pour protéger ma future lignée. C'est ça. Comment je me positionne et aussi comment est-ce que je peux recréer un lien qui sera différent avec ma famille. Ouais. Parce que finalement, c'est quand tu te repositionnes toi correctement vis-à-vis de toi et au sein de ta famille où tu vois que les gens autour de toi, ils bougent. Absolument. Je prends l'image des dents, tu vois, quand tu te mets un appareil dentaire, il y a tout qui se réaligne étrangement. Bah, c'est un truc de fou, ça. Comme quoi, des fois, on veut changer les gens. Oui, s'il te plaît, fais ça, fais... Non. Déjà, toi, bouge, tu verras que ta famille va bouger autour de toi. C'est vrai. Même ils n'auront pas le choix. C'est ça. Même si eux, par exemple, ils vont pas voir Katia ou n'importe qui. Oui. Ils vont sentir, ils vont se repositionner par rapport aux limites que tu vas poser, à l'énergie que tu vas dégager. Ça fera déjà la différence. C'est vrai. Merci de le reconnaître. Parce que des fois, on oublie l'impact d'un détail ou d'un effort. Tu sais, là, depuis tout à l'heure, on parle de famille directe, mais je pense aux personnes, justement, qui font partie de familles recomposées, de personnes adoptées, donc qui sont peut-être déracinées. Est-ce que le transgénérationnel s'applique à eux à ce moment-là ? Alors, le transgénérationnel, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Ouais. C'est encore une fois, c'est un héritage qui t'a été donné. Donc, que tu aies été adopté ou non, c'est en toi. Ouais. Et c'est pour ça que on voit de plus en plus, et ça a toujours été le cas, que les personnes adoptées essayent de se reconnecter souvent à leur culture, reconstruire l'histoire et eux-mêmes être leurs propres enquêteurs, détectives, pour comprendre le contexte, des fois même de l'adoption. Est-ce que j'étais adoptée d'une manière... est-ce que c'était OK ou pas OK de m'adopter ? Parce qu'il y a toute une histoire aussi autour de l'adoption. Bien sûr, sur les bébés volés, sur exactement. Il y a... Un vrai sujet, surtout autour des personnes racisées, il y a un vrai sujet on va voler des enfants dans tel pays pour ramener à l'Occident. Et
Donc il y a ce besoin aussi de ressentir, je me reconnecte à ma réalité. Donc ça, le transgénérationnel, que tu sois adopté ou non, c'est en toi. Ok. Personne ne peut te le voler. Maintenant, quand tu es une personne adoptée, tu vas récupérer les croyances de la famille. C'est autre Intéressant. chose. C'est l'environnement qui va implémenter en toi d'autres choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à son environnement. Si tu as un groupe d'amis qui est bienveillant avec toi, tu vas avoir des croyances qui seront bienveillantes envers toi. Si tu as un groupe d'amis qui va être négatif pour toi, ça sera l'inverse. Donc finalement, c'est plutôt l'environnement qui va aussi apporter un pouvoir sur les croyances et la perception que tu auras de toi. Donc là, la famille d'adoption, elle n'a pas de pouvoir sur ton transgénérationnel. Ce que tu es, tu l'es. Personne ne peut te le voler. Mais elle va implémenter quelque chose en plus qui vont être des croyances. Donc c'est ça aussi qu'on dénoue, qu'on libère en fonction des personnes qui vont être adoptées. Voilà, je viens de telle famille, elles m'ont donné telle et telle croyance par rapport à ma propre culture, et j'ai besoin de déconstruire ça pour ressentir que j'ai le droit de me reconnecter à mes racines. Donc c'est plus ça le sujet. Tout à l'heure, on parlait de famille. Si on a la chance de pouvoir parler avec sa mère, son père, son oncle, sa tante, mais dans ce cas-là où on est adopté, on n'a pas le pouvoir de la parole directe. Comment on peut faire dans cette enquête-là, toi, en tant Alors que dans thérapeute? cette enquête-là, moi je recommande beaucoup les hypnoses, D'accord. qui va être un outil qui va permettre de plutôt faire une investigation intérieure. Où là, les personnes vont pouvoir se reconnecter. Il y a aussi d'autres outils qui existent comme la constellation familiale, Ouais. où tu vas pouvoir reconstituer un environnement familial, parce qu'on n'a pas toutes les personnes de la lignée qui est de ce monde. Donc on a juste aussi des fois besoin de ressentir des éléments, des croyances ou des ressources qui sont en nous, mais qui sommeillent quelque part. Encore une fois, on va aller trouver le bon chemin pour récupérer ce que la personne a besoin de retrouver pour mieux avancer. D'accord. Oui, on n'est pas obligé de tout savoir. Je suis pas obligée de connaître l'histoire de mamie, papy, papa, Non. tata. Non, c'est trop... Ouais, c'est t'as- costaud, ça fait beaucoup. T'as besoin d'aller chercher l'information qui est adaptée à ton besoin du moment. Ok. Et c'est un travail d'une vie. Encore une fois, c'est petit à petit. Faut se voir comme des aventuriers. C'est une aventure. Tu vas récupérer un indice là, hop, une énigme qui est résolue. Et ainsi de suite, tu vas avancer comme ça. Si tu veux tout faire d'un coup, tu vas péter les plombs. Ouais, et même en plus, j'ai l'impression, il y a le truc de j'ai un problème, je dois le régler. Et je trouve que ce paramètre-là, déjà, il alourdit beaucoup les choses. Oui, Tu vois, je fais ma vie, je trouve des réponses, je trouve des machins, je trouve que c'est peut-être faut plus se laisser léger. le temps. Tu disais aussi que c'est dans nos ADN, mais est-ce que c'est possible que, par exemple, moi, j'ai un lien avec ma tante qui n'a pas eu d'enfant? Ou tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a une transmission alors que cette personne n'a pas d'enfant, ou que moi-même, ça se trouve, j'ai envie de donner quelque chose à mes futurs... Enfin, je sais pas, justement, mais je ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce qu'on peut quand même transmettre malgré tout? Alors, tu peux transmettre, parce que de toute façon, le transgénérationnel que, exemple, ta tante va avoir, il y a une partie que ta mère a eu également. Ok. Donc finalement, tu récupères des choses qui sont en lien avec la lignée. Elle n'a pas besoin d'avoir des enfants pour te transmettre quelque chose. Ça passe Ok. par ta mère. Mais Ok. ta mère a un lien avec sa sœur. Donc finalement, c'est bon. Même si, imaginons, elles n'auraient pas grandi ensemble, même si... Pas besoin Ok. de grandir ensemble. C'est ce que tu as en toi, c'est en toi. C'est incroyable. Tu parlais, furtivement, tu as dit constellation familiale. Qu'est-ce que c'est? Alors, les constellations familiales, ça a été, on va dire, démocratisé avec la série Le Chemin de l'Olivier. C'est des constellations familiales où là, tu vas avoir des personnes qui vont représenter des membres de ta lignée. Et toi, ça va te permettre de ressentir des émotions, un traumatisme qui est enfoui et qui a un impact aujourd'hui dans ta vie. Tu le vois de manière même Tu le pas vois- théâtrale, mais enfin, c'est devant ça. toi, quoi. C'est une forme de théâtre. C'est, Ok. chacun va jouer un rôle et va se laisser porter par la connexion que elle va avoir en lien avec le sujet de la personne. Donc, tu peux être soit une personne ou bien une émotion. D'accord. Ça peut être, tu peux représenter la frustration. Ok. Maintenant, je trouve que l'approche, elle est extrêmement intéressante. Mais en fonction du sujet qui va être abordé, si tu n'es pas suivi derrière, ça peut être violent. Oui, tu vas pas juste faire une constellation. Non. Tu vois des trucs et après tu rentres Non, chez toi. c'est important derrière d'avoir un suivi parce que tu peux avoir tellement d'informations, c'est tellement fort. Et c'est super, dans un sens, c'est super parce que tu as plein de réponses à tes questions, mais le corps et l'esprit doivent avoir le temps et les ressources pour digérer. Et des fois, ça pète.
Ouais. Tu te dis, je comprends pas, j'ai fait une dépression après avoir débloqué ça, mais c'est normal, ça a fait tellement d'éléments qui ont remonté à la surface que ton corps et ton esprit ne comprennent pas. Ouais. Parce que tu passes vraiment par le corps, hein. L'esprit comprend pas tout ce qui se passe. Tu as une personne devant toi qui représente ta mère, il y a une personne qui représente la colère. Toi, tu as des émotions à l'intérieur de toi. Ton cerveau ne Tu te fais traverser, en effet. Exactement. Et si Ton cerveau, il comprend pas. Il faut aussi laisser le temps au corps d'avoir ce process-là d'intégration des éléments. Et même, tu parles de dépression. Moi, tu sais, j'aime bien ce mot, même s'il peut faire peur. Pression, dépression. En fait, Oui. tu retires la pression. C'est ça. Même si c'est un parcours éprouvant, j'imagine, ou pas. Ça peut être, je sais pas. Mais ouais, j'aime bien cette image de... Tu sais, ça retire la pression. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut être prêt pour ça. C'est ça. T'as utilisé exactement ce que je dis à mes clients. Ok. C'est quand tu as une dépression, tu t'autorises à libérer toute la pression que tu avais à l'intérieur de toi, dans ton corps. Et à un moment, c'est tellement fort Ouais. que la soupape, elle pète. Donc, il faut se laisser le temps. Et plus c'est fort, plus ça veut dire que ça faisait très longtemps que tu t'es laissé et que tu t'es mis de côté. Tu proposes les constellations familiales ou pas, toi Non, moi, je le fais sous forme d'hypnose. Je ne fais pas avec des personnes. Ok. Je le fais directement à l'intérieur de la personne. D'accord. Qu'on soit tous d'accord, l'hypnose, la personne est consciente ou est-ce que tu Éveillée. fais? Voilà, c'est ça. Elle est éveillée. Il n'y a pas, tu vas rentrer dans ma tête comme dans certains films. Non, elle est éveillée. Après, bien évidemment, quand l'hypnose se termine, t'es toujours un peu étonné. Oui. J'ai vu ça. Est-ce que c'était un rêve? Non, t'étais réveillée. Si t'arrives à me l'expliquer, c'est que t'étais bien là. Okay. Oui, il s'est passé ça. Donc finalement, ça permet d'aller explorer des choses en soi, dans son inconscient, que uniquement avec la parole, tu pourras pas l'explorer. D'accord, parfait. Katia, je voulais savoir aussi, est-ce qu'on peut faire la paix avec un ancêtre ou un parent qui est mort, qui est déjà mort ou qui est absent, qui n'est pas là? Oui, complètement. C'est quelque chose que tu peux faire et qui est même nécessaire. Okay. Parce qu'on ressent souvent un poids, de la colère, de la tristesse, des regrets, de la frustration, enfin, énormément d'émotions. Et quand tu ne fais pas ce travail-là, finalement, c'est toi que ça détruit. Donc oui, tu peux faire complètement ce cheminement-là. Moi, encore une fois, je passe par plutôt l'hypnose, parce que ça permet vraiment de revisualiser la personne, d'avoir accès aux émotions et de sentir que le bagage émotionnel en lien avec cette personne-là est pleinement coupé. Donc on appelle ça aussi une coupure énergétique. Merci de faire la transition, justement, puisqu'une fois qu'on a fait le pardon, ok, merci, comment on est sûr que ça y est, en fait? Tu sens la différence. Okay. Tu sens la différence après la séance. Dans la notion de deuil aussi, ça fait partie de ça, de faire la coupure énergétique avec ce que la personne représentait. Ouais. Qu'est-ce que je m'autorise à garder et qu'est-ce que je m'autorise à laisser dans ce départ aussi. Des fois, ça peut être, exemple concret, une personne est décédée, un membre de la famille, tu as vécu l'inceste. Je peux faire une coupure énergétique, une libération et ressentir que je laisse avec le départ de cette personne tout le mal-être, le bagage qui va avec ce que j'ai vécu. La personne est partie avec. Donc finalement, tu peux aussi choisir qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses. Ok. Et tu fais comment justement avec les patients ou les clients? Je sais pas clients. Comment dire. Patients, c'est pour les psychologues et les psychiatres. D'accord. Comment tu fais avec les clients qui auraient encore des questions à poser avec ces personnes absentes ou décédées? Alors, là, on va plutôt aller voir d'autres personnes qui auront effectivement la capacité de créer un lien direct avec les défunts. Nous, on va plutôt effectivement travailler sur quel est le bagage émotionnel que je garde ou non et que je libère ou pas. Voilà, ce que j'ai entre les mains, ma responsabilité. C'est ça. Et même si tu peux garder des inconnus ou des frustrations peut-être par le manque de réponse, oui. Et en tout cas, voilà, tu gères ce que tu as entre les mains. Déjà, tu vois comment est-ce que tu te sens après ça. Ouais. Comment est-ce que je me sens en ayant libéré, en ayant ressenti que j'ai pu affirmer ma parole. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin de verbaliser et de le voir. Je le verbalise, je le dis. On sent qu'il y a quelque chose qui se relâche réellement. Et après, on voit comment est-ce que ça achemine dans le corps et au niveau des émotions. Tu sais, là, il y a 2 questions qui m'ont popé en tête. Il y en a une, elle est risquée. Mais bon, j'aime bien. Mais je vais commencer par la moins risquée. J'ai une amie qui m'a dit, non, moi, je suis pas obligée de pardonner en vrai. J'ai pas envie de te pardonner, je te pardonne pas. Et puis, j'avance et je fais ma vie.
On est complètement en droit. Ok. Moi, je dis souvent, le pardon, c'est pas pour l'autre. Ouais. C'est qu'est-ce que je m'autorise à me pardonner à moi-même. C'est marrant, ça va faire un switch sur la deuxième. Mais justement, comment ça, à moi-même? Puisqu'imaginons dans la situation, tu as été victime de, je sais pas, tu gardes l'inceste ou enfin, on va garder cet exemple. T'es victime de, tu veux te pardonner quoi exactement? Souvent, on s'en veut de ne pas avoir eu les ressources pour se protéger. C'est surtout ça le sujet. Ne pas pardonner à la personne, moi je dis, t'es libre. Par contre, on va quand même aller explorer. Souvent, c'est de la colère. Hein. Cette colère que tu as en toi, concrètement, elle est dirigée vers qui? Et plus tu creuses, en tout cas en lien avec l'inceste ou dans d'autres situations où tu as senti que tu as été abusé, même émotionnellement. Ce qui ressort, c'est « ça me fait mal de me dire que j'ai pas eu les capacités de me protéger ». Donc finalement, c'est pas à l'autre que tu dois pardonner. C'est « je dois me demander pardon à moi-même », accepter le fait que dans des situations, des fois, j'ai pas les ressources. Ça n'aurait pas pu se passer autrement, en fait. C'est ça. Ouais, et de se accepter pardonner. cette réalité. Donc le cheminement, il se fait plutôt dans ce sens-là que dirigé vers l'autre personne. Ouais, vers l'extérieur. Deuxième question, risquée. Risquer, allez. On y va? Allez. Oui. Ça fait partie de mes croyances. J'adore le symbolique. Des barres, je crois que ça se voit. J'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais dans la constellation familiale, une personne peut représenter la colère. Là, on parle de pardon. Bah, c'est pas forcément le pardon de la personne, mais c'est le pardon d'une partie de soi. Tu penses quoi justement de l'utilisation des cartes de tarot ou des cartes justement avec toutes ces images-là? Et entre parenthèses, pour moi, les humains représentent pas forcément des humains, mais représentent des parties de moi. C'est vraiment l'une de mes croyances. Quand tu vois les cartes, pour toi, tu pars du principe que c'est des parties de toi? Ah, mince. Dans quel sens Je parle avec des gens qui utilisent les cartes parce que pour moi, c'est des images symboliques qui représentent certaines choses. Oui. Pour moi, c'est juste un code. Comme tu disais sur l'enquête, bah vas-y, là, j'utilise un truc, un cheat code pour comprendre mieux les symboles. En dehors de ça, pour moi, chaque humain sur Terre représente une partie de moi. C'est ma croyance. Et je te rejoins. Ah ouais? Que chaque personne qui va être en contact avec toi, Ouais. comment est-ce que tu vas l'accueillir ou non, Ouais. va refléter une partie de toi. C'est ce que je crois. Oui. Bah, je crois Et que tu as complètement raison. Bon, on est d'accord? Ah ouais? Oui. Bah, exemple, tu rencontres une personne, tu sens, tu dis, ça passe pas. Soit ça ne passe pas parce que y a une partie d'elle, ce qu'elle te renvoie, c'est pas en lien avec tes valeurs. Ok. Soit elle vient taper dans quelque chose que tu dois toi-même travailler. Donc c'est l'un ou l'autre. Donne un exemple. Soit c'est exemple concret. Tu vas être confronté à une personne, tu vas dire oh, cette personne ça passe pas, je trouve qu'elle n'est pas assez humble. Ok. Et finalement, quand tu creuses, tu te rends compte que toi, tu te caches dans ton potentiel. Donc la personne, elle te renvoie à ton incapacité à toi-même te dévoiler dans la confiance de ce que tu es. Ok. Oui, c'est la partie de toi que tu n'as pas reconnue en fait. Exactement. Et comme tu l'as pas reconnue en toi, Ça tape. tu dis ah, je peux sais pas. pas pourquoi, je peux pas. C'est ça. Ok. Et à contrario, il y a des crushs incroyables. Parce qu'il y a une synergie qui va se faire entre ces parties de toi qui sont soit pleinement guéries, qui se retrouvent avec l'autre, parce que c'est les mêmes parties qui s'expriment, Ouais. ou à l'inverse. La personne, dans ce qu'elle est, elle vient réveiller des choses que tu as envie d'avoir. C'est quand je suis en contact avec cette personne, de la voir comme ça, je me rends compte que ça me booste. Que c'est possible, qu'il y a C'est une partie possible. de moi qui est. Ça Ouais. m'inspire. Mm. Donc souvent, ce qu'on rejette, c'est nos parts d'ombre. Et ce qu'on aime bien avoir, bah, c'est nos parts, nos ressources qu'on a conscience, en tout cas, qui sont en lien direct avec nos valeurs. Ok, je comprends. Et c'est pour ça que même moi, je me dis sur les traumas, par exemple, les personnes dans les transgénérationnels, même des personnes que tu aurais pu rejeter, je mets la responsabilité sur cette personne, elle représente juste un truc en moi. Si je bosse là-dedans en moi, peut-être que ça peut apaiser. Bien Enfin, sûr. Tu vois, ou ça met une... c'est pas que ça met une distance, justement, mais ça casse une croyance que j'avais, en gros. Ça remet les choses en place et ça Ouais. retire le pouvoir qu'on est en train de donner à la personne sur soi. Ouais. C'est plus ça. Oui. Finalement, on récupère son pouvoir et on remet la personne à sa juste place. Mais tu sais que là, ça va être la dernière question déjà. Ok,
Sur la Ouais. première partie, c'est ça? Oui, puisque ça se fait en 2 parties. La première, justement, c'est sur les thérapies et de manière générale, voilà. La deuxième partie, ça va être sur toi profondément. Ok. Qui devrait consulter et dans quel cadre on devrait consulter? Alors, je pense que on devrait tous consulter. Je suis d'accord. On Je voulais tous- pas le dire, mais oui, Tout le monde. l'humanité, allez Tout le consulter monde. un petit Parce peu. que il y a un peu cette vision, on consulte parce qu'on est mal. Ouais. Mais en fait, non, tu peux aussi consulter parce que tu veux aller débloquer un potentiel, parce que tu veux te reconnecter avec les ressources de ta lignée, avec tes origines. Et je veux aussi rebondir sur les personnes racisées parce que moi, j'accompagne, comme je t'ai dit, exclusivement les personnes racisées. N'oublions pas que dans notre approche, on a nos propres ressources. L'approche occidentale, elle a été créée et façonnée pour les besoins des Occidentaux. C'est important de le dire. Dans nos cultures, on a aussi nos propres approches thérapeutiques. Le sage du village à qui tu vas discuter, qui va pouvoir te partager des éléments qui vont en toi, c'est une forme de thérapie. Bien sûr. Les plantes, Bien sûr. c'est une forme de thérapie. Et on le revoit parce que dans le milieu pharmaceutique, ce sont des plantes qui sont utilisées. Maintenant, ça s'appelle la naturopathie et ça Oui, coûte bon. 15 € au minimum. Voilà, mais en effet soi, que- c'est fait à partir de plantes. Donc, la danse, l'art, Bien sûr. c'est une forme de thérapie. Et pour revenir à ta question, nous avons tous besoin à un moment d'une thérapie, mais on va tous trouver une forme de thérapie qui va être adaptée. Des fois, en tout cas pour les personnes racisées, majoritairement, ça commence par l'art. On est tous passés par là. La musique, ta playlist qui va te détendre, la danse, le sport, Le dessin, le sport, enfin, Tout. une expression l'expression corporelle. corporelle, parce que tout passe par le corps et le corps ancre chacune des émotions. Donc des fois, on comprend pas. On n'a pas la symbolique, comme disait tout à l'heure, du pourquoi, du comment. Mais quand tu écoutes une musique, tu te poses sur les paroles et tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Cette musique, ça fait écho à mon histoire. Là, j'ai pleuré un bon coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que finalement, l'émotion, elle est partie. Tu as laissé la liberté à l'émotion de circuler en toi et de s'en aller. Donc, je pense que on a tous besoin de se faire accompagner, mais il faut aussi se laisser le droit d'aller explorer des choses qui ne sont pas dites comme étant un psychologue ou de la thérapie brève. Moi, je dis à mes clients, je te recommande d'aller faire de la danse. Bien sûr. Ah bon, Katia, oui, je te recommande de faire de la danse, que tu verras, ça va te permettre de libérer des choses à travers ton corps. Ça sera plus facile pour nous pour la suite. Donc finalement, c'est une synergie de toutes ces approches-là. Et quand tu regardes au niveau ancestral, c'est là. Les chants, son soin. Bah, les griots. J'étais plus jeune, mais dans mes souvenirs, on chantait à l'enterrement. Et je trouve que même l'approche des émotions, que ce soit en Occident ou en Orient, elle est différente. La mort, pour moi, chez moi, ou comment j'ai grandi avec, c'est pas un truc triste parce que on sait, on croit qu'il y a un après, on croit qu'il y a toujours une connexion entre les anciens et soi, Bien qui sûr. sommes sur Terre. Donc, à l'enterrement, on chantait. Et c'était une autre vibration. Ça veut dire on dégage autre chose. Et on a le droit de pleurer, ok, mais je sais que le chant, à ce moment-là, il était nécessaire. Je sais que les griots, justement, le fait de transmettre des messages profonds, traditionnels, par le chant, évidemment, bien sûr que oui. Est-ce que le fait de psalmodier aussi, tu vois ce que je veux dire? Psalmodier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de réciter, mais avec une certaine mélodie. Bien sûr. Et aussi, je sais que moi, dans ma culture, les hammams, c'était un moment de soin entre toutes les femmes. Et je sais que pour moi, en tout cas, c'est ma croyance, les femmes, quand on est ensemble, féminine healing, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même vibe. Juste le fait d'être entre femmes et juste le fait de... Il y a du healing directement Bien sûr. qui s'instaure. Quand on est saine, enfin même sans être saine, mais quand on est authentiquement soi. Bien sûr. Et oui, je crois que tout ça, c'est une forme de thérapie. C'est parce que ça, il y a une fréquence, il y a une énergie qui va se dégager. Comment tu vas poser ta voix. Oui. On parle de chant, le corps, qu'est-ce qui va libérer au niveau de la mise en mouvement. Tous ces éléments-là sont thérapie. Et pourquoi est-ce que j'insiste dessus? N'attendons pas que nos approches soient validées par l'Occident pour les considérer. Alors j'ai dit ça parce que on voit de plus en plus, oui, je vois sur Instagram, danse thérapeutique, on va faire ci, on va faire ça. Sauf que
vu que c'est une vision coloniale de nos approches, c'est considéré comme barbare. En fait, ça reste barbare et inadapté scientifiquement parlant. Voilà, pas scientifique. Tant ouais. que on n'a pas eu le coup de tampon. Donc je pense qu'il y a aussi ce besoin de retirer cette peur qu'on nous a partagée avec nos propres ressources et de s'autoriser aussi à explorer nos ressources ancestrales qui de toute façon font déjà partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non. Le chant, la danse, on le voit. Donc finalement, si je m'autorise à me reconnecter avec des chants ancestraux, une danse en lien avec ma culture, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi si je retire cette peur de la vision occidentale qu'on m'a imposée sans que je m'en rende compte? C'est très inconscient. Bien sûr. N'attendons pas d'avoir ce fameux coup de tampon pour considérer qu'on est légitime d'aller explorer ce qui nous revient de droit. Ça parle totalement. Oui, et là tu parles de chant, de danse, mais je pense aussi aux éléments de la nature. Il y a un rapport aux éléments naturels, une connexion qui est évidente, et je pense qu'il faut pas l'oublier. Tout à l'heure je te parlais de hammam, parce qu'il y a de l'eau. Je crois qu'on a fait tout un plat où que les gens ont pris peur de Mami Wata. Je connais pas exactement cette légende. Ah, tu la connais? Je connais pas exactement. Mami Wata, c'est une divinité qui est reconnue dans le vaudou. Ouais. Mais pareil, le vaudou, c'est une approche ancestrale Tu vois. qui a été diabolisée par l'Occident. Ouais. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnexion à soi, à son l'invisible. pouvoir, Ouais. à l'ancestralité, à sa lignée. Donc finalement, à ta subtil. liberté d'être et être entouré et protégé. Donc, exemple, Mami Wata, quelle partie de toi elle vient réveiller? Et ainsi de suite. Bizarrement, quand on parle de divinité grecque, tout de suite, ça fait moins peur. Hein. C'est vrai, Apollon et Voilà, tout. Ouais, c'est là, vrai, tu te c'est dis, vrai. oh, c'est sympa. C'est vrai. Mais dès qu'on touche finalement à nos ancestralités, il y a cette forme de peur, mais c'est une peur qu'on nous a donné, cette peur pour nous sceller notre pouvoir. Donc, quant à la compréhension, et je pense que encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur la notion de contexte. Quand tu reposes les choses dans leur contexte et que tu retires tout ce qui ne t'appartient pas, toutes les peurs qui ne sont pas à toi et qui appartiennent au transgénérationnel du colon, parce qu'eux aussi, ils ont leur transgénérationnel, bien évidemment. Là, tu t'autorises à explorer des choses et à te rendre compte que tu ne fais rien de mal. Tu reconnectes juste avec des parties, Et que c'est des naturel. membres, bien sûr, de ta lignée. Et c'est en toi. Donc pourquoi s'excuser, ok. se censurer, d'avoir ces ressources en nous? Parce que de toute façon, si tes ressources, tu n'en as pas conscience, Elle s'exprime. quelqu'un d'autre va en profiter. Ah, toi, tu parles dans ce sens-là. Ah bah oui, Ah bien bon, sûr. après, pour moi, ce qui doit être sera. Mais de toute façon, ce qui est en toi, t'as vu, pour moi, ça démange. Ça veut dire ça sort, ça transpire. Ce qui est en toi est en toi. Mais je vais rentrer dans un truc un peu plus deep. Allons. C'est tout ce qui est soins énergétiques. Comme les personnes racisées n'ont pas forcément conscience aussi de leur potentiel, des fois, elles vont aller voir des gens qui font des soins énergétiques. Elles se rendent même pas compte qu'on prend leur énergie. Et bah ça, par contre, je savais pas. Ah bah oui. Quand on te touche, on a accès à tout ce que tu es. On a accès à ce que tu es. Donc, soit on a le pouvoir de te libérer de quelque chose, soit on a aussi le pouvoir de se servir. Donc, Ah ouais. Ah oui. Après, Katia, comme tu l'as dit dès le début, si dès le début tu le sens, parce que pour moi, t'as ce truc, t'as cette boussole qui est dirigée vers. C'est tu ça, vois mais des fois on le sent, mais on remet aussi, oui, mais peut-être que c'est juste que j'ai peur de l'approche, ou peut-être que je suis un peu stressée. Quand tu ne te connais pas, avoir son intuition, avoir accès à sa vraie intuition, c'est un cheminement. Oui. Quand on dit écoute ton cœur, pardon, c'est joli sur le papier, hein, c'est un cheminement pour être capable d'écouter son cœur. Oui, d'ailleurs, C'est- pour moi, il faut savoir pas dissocier, mais tu sais, il y a ton cœur, ta passion, ton Oui. impulsion et ton intuition profonde qui sait exactement tout ce qu'il faut Exactement. et que tu Et te des mens pas à toi-même. Tu sais pas. Mm. Donc, Ok. des fois, tu peux Ouais, donner c'est vrai. accès à ta personne, à des personnes en te disant, là, je vais voir une personne qui fait des soins énergétiques ou qui fait, ou même, on parlait tout à l'heure de tirage. Pareil, quand on fait ces éléments-là, on remet notre pouvoir à quelqu'un et on donne le pouvoir à la personne sur notre vie, sur nos choix. Un tirage de cartes en fonction de la lecture, de l'interprétation de la personne, tu feras d'autres choix. Ouais, c'est marrant d'ailleurs.
Pour moi aussi, il y a la notion de consentement et de... tu sais, j'ai une notion très forte de si moi je t'ai pas dit oui, ça rentre pas dans ma vie. Je pense à l'œil, je pense à la sorcellerie ou pas, ou est-ce que tu veux, et même ça, tirage. Demain, il y a un tirage, là je parle à titre personnel ou je sais pas, n'importe quoi, tu me dis quelque chose, je te jure que ce n'est pas toi qui prophétise ma vie, c'est moi qui l'a créé. Donc c'est soit moi je dis oui, et donc j'accepte, mais si je dis non, je te jure que... Parce que toi, tu as cette force de poser tes limites et que ça soit clair. D'accord. Quand tu vis une situation, quand les personnes ne savent pas poser leurs limites, Ok. sont désemparées d'une situation, Ouais. tu vas voir une personne te disant, elle sait. Moi, je ne sais rien. Ah, et tu vas t'approprier cette Et tu vas croyance. t'approprier cette croyance Mm. sans comprendre le contexte. Ouais. Que ça soit dans le magnétisme, que ça soit dans les tirages de cartes. Tout ce qui va être en lien avec le monde de l'invisible, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir conscience de son propre pouvoir et de ne pas remettre la responsabilité de son épanouissement à autrui, que ça soit l'invisible ou que ça soit même un thérapeute. La posture que tu vas prendre quand tu vas voir une personne, si tu arrives en te disant « ma thérapeute, elle va me sauver », tu peux être dans une dépendance thérapeutique. Ok. Et donc tu parles, enfin c'est aussi, ça s'applique dans ce cas-là aussi le truc de voler l'énergie ou pas? C'est plus voler finalement ton pouvoir et ton autonomie. D'accord. Mais le thérapeute va pas le faire. Alors s'il le fait en le faisant exprès, là c'est très grave. On est sur une dérive sectaire. Ouais. D'accord. Grave. Faut le dire. Grave. On est sur une dérive sectaire. Ouais. Par contre, si c'est toi qui arrives et qui relance ton thérapeute parce que tu dis que t'as besoin et que ton psy il te remet des rendez-vous parce que tu dis que t'as besoin, il respecte juste ton besoin. Maintenant, encore une fois, dans ces approches-là, quelqu'un qui va venir accentuer et te dire il faut revenir me voir tous les jours, pendant X temps de ta vie, parce que sans moi, tu n'es rien, c'est moi qui te guide. Je pense pas qu'on le dira comme ça sans moi. C'est pas tu dit n'es comme rien. ça, mais souvent, il y a cette notion de c'est moi qui te guide dans les dérives sectaires. C'est moi, je te guide. Grâce à moi, tu es guidé. Il y a souvent cette notion de en fait, sur moi, tu n'es rien. C'est une emprise. Donc, quand on va voir un thérapeute ou qui que ce soit qui doit nous faciliter notre cheminement, c'est ça, qui doit nous faciliter notre cheminement, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui agissons finalement sur nos vies. La personne, elle n'est pas là pour nous sauver. Ouais. Et on a une limite à poser sur quel est ton impact sur mes actions. Voilà. Merci Katia. Avec Merci plaisir. pour cette première partie. On se retrouve pour la deuxième partie. Let's go. À tout de suite.